on achète moins et on paye plus. J'ai jamais dépensé sans faire attention, mais on regarde un peu plus, on fait plus attention. Quand il y a des promos, on achète en plus grande quantité parce que peut-être que le mois prochain, il n'y aura pas les mêmes promos et c'est des produits, des matières premières qu'on utilise au quotidien. Ceux qui viennent en euros, qui ont des euros, c'est très dur pour eux. Il y en a qui repartent à cause de ça. Déjà, ça se passe, ça. Ça, effectivement, c'est un problème. Merci de nous retrouver. Nous allons parler aujourd'hui de la hausse des prix, pain, électricité, produits laitiers et même les couches. La hausse des prix n'épargne aucun domaine et le consommateur israélien la ressent de plus en plus et plus particulièrement lors de leur passage aux caisses dans les supermarchés. Hier, le président de la Histadrout a appelé au boycottage des grandes sociétés qui augmentent leurs prix d'une manière exagérée. Alors, quelle est la raison? Quelles sont les raisons de cette hausse des prix? De quelle manière elle influence la façon de faire les courses et pourquoi il n'existe pas un grand mouvement de protestation? Ce sont les questions que nous allons aborder aujourd'hui avec nos invités. Et nos invités aujourd'hui sont le docteur Daniel Guggenheim. Bonjour Daniel. Bonjour. Spécialiste en économie. Nous avons aussi Yona, qui est mère de famille, qui Bonjour. va nous donner un peu justement de quelle manière ça se passe justement pour les mères de famille. Et puis on a aussi Elodie Cohen, qui est elle aussi mère de famille et qui s'occupe aussi d'une association. On aura aussi cet aspect aussi associatif, plus particulièrement avec ces familles un peu en difficulté. Alors, on va commencer avec vous, Daniel, et je voudrais vous demander, est-ce qu'il existe une raison ou des raisons de cette hausse des prix qu'on observe depuis déjà plusieurs semaines, je parlais d'électricité, des produits laitiers, mais tous les jours pratiquement, on apprend une nouvelle hausse des prix. Oui, d'abord, effectivement, vous décrivez ici une réalité économique qui est donnée par les instituts statistiques. En Israël, les dernières années, on était dans une inflation près de zéro, même des fois négative. Et maintenant, malheureusement, on est sur un rythme de 5%. Et d'ailleurs, souvent dans la presse, il est marqué des consommateurs qui disent vous dites que c'est que 5% sur un an. Nous, on a l'impression que c'est beaucoup plus. Le ressenti de l'augmentation des prix, d'ailleurs, chez les ménagères et les consommateurs, on va sûrement l'entendre dans ce débat. Parce qu'il y a on va dire, il y a des domaines peut-être où les prix ont augmenté plus que 5%, puisque 5% c'est une moyenne, bien entendu. Tout à fait. Et il y a des choses qui ont baissé aussi, et puis il y a des choses qui sont saisonnières. Les fruits et légumes, par exemple, qui avaient été une raison très importante de l'augmentation de l'inflation, de l'augmentation des prix dans les premiers mois. Le mois dernier avait baissé de 7%. Il y a des produits qui avaient, comme la pastèque, baissé de 50%. Donc, ça joue aussi sur le panier de la ménagère. Effectivement, la statistique, c'est quelque chose de global et c'est différent des ressentis. Maintenant... Alors, les raisons. Est-ce qu'il y a des raisons Maintenant, oui. Il faut juste rappeler quand même... en Israël, on manque pas encore de produits comme ça à l'étranger, et on est autour de 5%, ce qui est beaucoup, mais on n'est pas, on dit comme presque 10% comme en Europe, aux États-Unis, voire 20% dans certains pays d'Europe. Il faut quand même mettre les choses en proportion, mais il y a des raisons à cette hausse de prix, à cette inflation. D'ailleurs, qu'on croyait morte. Il y avait une théorie économique depuis 10 ans, on n'arriverait plus à refaire monter l'inflation. On est dedans, et maintenant on n'arrive plus à la faire descendre. Alors, c'est dû à quoi? D'abord, comme il y a eu la crise du Covid qui a duré 2 ans, et tous les gouvernements et les banques centrales dans le monde entier, c'est-à-dire les banques ont donné beaucoup de facilités aux gens. Il y a eu la planche à billets. Tout ça, l'économie le dit, ça fait de l'inflation. Okay. Et comme en plus, il y a l'offre a été, il y avait beaucoup d'argent, dans le circuit et pas assez, donc une demande très importante et pas assez d'offres qui a pu répondre au début de ce qu'on appelle le rebond du Covid. Je parle de fin 2021, les économistes l'ont vu. Et puis après, il y a Poutine qui est allé dessus, qui a fait sa guerre en Ukraine et qui a provoqué, en plus des augmentations de prix sur certains produits, comme le blé, les céréales, et il y a eu le coût aussi maritime. Il y avait déjà, la Chine avait des problèmes aussi, et encore ça allait dessus, et on entend presque tous les jours dans les informations que c'est pas fini cette guerre et qu'il y a de plus en plus de restrictions, des sanctions de la part du camp occidental et de la part de la Russie. Il y a aussi, on pensait que le blé allait baisser, puis ils ont attaqué le port d'Odessa. Bien sûr, c'est ça les causes fondamentales de cette augmentation. Alors,
On va voir de quelle manière ces augmentations influencent les ménagers, les ménagères et les familles israéliennes, puisqu'on a deux exemples ici avec donc Yona et Elodie. Vous êtes toutes les deux mères de famille. Donnez-nous un peu votre situation familiale, plus ou moins, nombre d'enfants. Moi, j'ai 2 enfants, 8 ans et 5 ans, donc Jérusalem, Archoma. Elodie. Moi, Jérusalem, Aaron Natif, j'ai 5 enfants. D'accord. Alors, de quelle manière vous avez-vous ressenti cette hausse des prix ? Je veux dire, en faisant vos courses chaque semaine, en allant au supermarché, comment vous le ressentez ? On achète moins et on paye plus. Voilà, on regarde, on fait beaucoup plus attention. J'ai jamais dépensé sans faire attention, mais on regarde un peu plus, on fait plus attention. Quand il y a des promos, on achète en plus grande quantité parce que peut-être que le mois prochain, il n'y aura pas les mêmes promos et c'est des produits, des matières premières qu'on utilise au quotidien. Donc on privilégie bien sûr les promos, de moins en moins de produits manufacturés, les gâteaux, les yaourts, le pain, tout ça. Vous faites beaucoup plus de choses à la maison ? Tout. Voilà, quasiment tout. Bon, il y a des produits qu'on peut pas, mais on fait attention, on privilégie les promos. Limite, on sépare les courses en 2, parce qu'il y a certaines promos qui vont être plus intéressantes dans une Prevra et on va acheter les fruits et légumes peut-être plus dans d'autres magasins où on sait que par exemple il y a un Yom Chouk, donc une fois par semaine on va là-bas. Où on essaye quand même d'organiser plus la liste en fonction. Et puis, Elodie, vous faites la même chose ? C'est un petit peu la même chose, mais en parlant aussi des marques. Avant, si on prenait des marques comme Ocem ou quoi, maintenant on essaye de prendre des marques qui sont plus accessibles. Je ne sais pas, même que ce soit pour les Khatifim ou... Enfin, on essaie vraiment de prendre des marques qui seront beaucoup plus accessibles. On peut gagner 5-6 shekels par produit, ce qui est déjà énorme. Surtout qu'on a besoin d'une grosse quantité. Et sinon, c'est pareil, il y a des choses qu'on a besoin, des fruits et légumes. On essaie vraiment... Enfin, avant, je ne faisais pas vraiment de menu. J'ai acheté un petit peu, je savais à peu près ce que j'allais faire. Et là, maintenant, j'établis une liste de menus pour savoir exactement ce que je peux prendre, ce que je ne peux pas prendre. Et au moins, ça me permet de ne pas avoir, entre guillemets, de l'argent qui dort dans les placards. Donc, c'est très important. C'est-à-dire que vous achetez vraiment ce que vous avez besoin et un peu moins peut-être des choses que vous aviez l'habitude peut-être d'acheter. On remplace certaines choses. En remplaçant, par exemple, le saumon, le Shabbat, c'est mousse de thon. Mais non, mais c'est vrai. Ouais, c'est-à-dire qu'au final, j'aime avec 7 personnes à la maison. Ça va, c'est très vite, c'est des grosses quantités, donc on essaye de trouver des petites... Daniel, ces dames nous décrivent aussi donc une situation qui visiblement, et on le ressent tous, bien entendu, quel soit le niveau du nombre d'enfants, etc. Il y a un problème quand même ils ont évoqué, c'est qu'ils achètent moins de marques, qu'ils achètent des sous-marques. Et je voudrais qu'on parle justement de ce problème de la concurrence, qui est un problème qui est vraiment aussi, je crois, au centre de cette hausse des prix, puisque aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il n'existe pratiquement pas de concurrence en Israël. Il y a des secteurs, surtout dans l'alimentation, dans les supermarchés autres, qui sont très concentrés. Et c'est quelque chose depuis des années qui est la cause du fait que, on en a parlé en antenne, que souvent les gens disent, vous qui venez de France ou d'Europe, vous me dites, ici, c'était déjà toujours beaucoup plus cher que ce qu'on avait en Europe, et ça ne fait que s'accentuer. Et en Europe, il semblerait qu'il y ait plus de concurrence dans les supermarchés et autres que ce qu'il y a ici. Ça peut effectivement expliquer ça. Il y a aussi, jusqu'à maintenant, un grand problème d'importation. En France, ça fait partie de l'Union européenne, donc on n'a pas de frontières douanières avec énormément de pays. En Israël, pour protéger le marché local, et c'est jusqu'à maintenant le marché agricole, il y a un changement maintenant qui a été fait, mais ça va prendre du temps. Il y avait des barrières douanières très importantes et aussi une demande de ce qu'on appelle en hébreu teken, c'est-à-dire on ne peut pas apporter n'importe quoi et dans les couches, dans n'importe quoi, et ça protégeait effectivement le marché local. C'est un grand problème aussi que je vous pose, qui n'est pas évident pour les économistes, qui se posent la question dans le monde entier maintenant. Est-ce que un peu plus payé, un peu plus cher, mais pour avoir l'indépendance, comme Israël, comme le schéma israélien, d'indépendance alimentaire et d'indépendance de production pour beaucoup de choses, est-ce que c'est pas vraiment indispensable? Parce que maintenant, on voit les pays d'Europe qui maintenant manquent de beaucoup de choses, parce qu'ils ont décidé justement d'être dépendants du gaz de l'autre, mais ça c'est matière première, mais ça peut être, pour certains produits, on décidé, on va le faire par la Chine, on va le faire par d'autres pays, et puis finalement, ces pays n'ont plus donné, pour différentes raisons. La Chine n'a plus donné pendant le confinement, etc. Et ça a manqué, et ça manque en France. Ici, en Israël, on disait en antenne, c'est plus cher, etc. Mais pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas de manque de produits. Ouais.
Mais ça n'empêche pas que vous avez raison sur le fond, et les gouvernements et les économistes disent qu'il faut qu'il y ait plus de concurrence. Alors, Yona, Elodie, c'est vrai qu'on ne ressent pas un manque de produits quand on va dans les supermarchés. C'est vrai qu'on trouve vraiment tout. On a entendu les explications de Daniel Guggenheim, docteur Daniel Guggenheim, les explications d'un économiste. Quelles sont les explications, d'après vous, en tant que ménagère, femme de mère de famille? Comment vous expliquez cette hausse des prix? Vous avez des explications? Il y a eu 2 ans où on n'a pas travaillé, quasiment, on va dire, avec le khalat, le corona. On a été payé. Il faut bien combler les caisses. Ouais. Il manque de l'argent, donc on prend là où on peut prendre. On augmente l'essence, on augmente les matières premières, on augmente tout. Après, il y a la crise avec l'Ukraine. C'est à bon dos, mais on découvre que la moitié de nos produits viennent d'Ukraine au final, puisque à chaque fois qu'il y a une augmentation, on dit c'est la guerre en Ukraine, on peut pas. Donc, mais je pense qu'il y a beaucoup de fonds. On a payé pendant presque 6 mois, 8 mois, voire plus, ce qui était en khalat, et qu'au bout d'un moment, faut bien rentabiliser, quoi. Faut bien... Elodie, je pense comment que ça dépend aussi du gouvernement, comment ils gèrent aussi une partie de leur argent. Si, j'avais entendu que, par exemple, ils ont donné plus d'argent aux Palestiniens. Ils ont alloué un budget plus important que quand il y avait Netanyahou. Je pense que cet argent aussi, c'est nous qui le payons. Ça veut dire que ça se répercute aussi sur nous dans la vie quotidienne, que ce soit au niveau de, comme elle a dit Yona, l'électricité, l'essence, le manger. Et c'est quand même assez déplorable parce que je pense que déjà chez nous, il y a énormément d'élèves qui sont en difficulté. Donc pourquoi ne pas d'abord se concentrer sur... Alors justement, on va parler après des familles en difficulté, puisque justement, Elodie, vous vous occupez aussi de ces familles. Mais je voudrais revenir sur l'intervention du gouvernement, justement. Est-ce que le gouvernement, justement, a une part de responsabilité dans cette hausse des prix, ou c'est vraiment que les grandes sociétés qui se mettent d'accord sur le prix du lait, du fromage, des couches, etc. Et d'abord, Elodie a parlé, c'est intéressant, de l'utilisation du budget, ce qu'on appelle l'excédent budgétaire aussi. Yona avait parlé de ça. Il y a de l'argent, le gouvernement n'a jamais eu autant d'argent, c'était pas arrivé depuis des années, qu'il y a un excédent budgétaire sur 12 mois. Les dettes baissent en Israël sous Lieberman. Maintenant, c'est bien pour l'économie au point de vue macro, mais ça pose des problèmes que vous vivez maintenant, c'est-à-dire qu'il y a un problème pour les populations défavorisées et autres, qui pourraient dire, oui, mais nous, on veut une partie du gâteau. S'il y a de l'argent, pourquoi ne pas? Et ça a été fait d'ailleurs maintenant. Lieberman a annoncé qu'il voulait encore baisser l'impôt sur l'essence ce mois-là de août. Et d'ailleurs, le ministère des Finances a dit, nous, on est contre. Non, je ne sais pas qui va gagner, ça va se jouer dans 1 ou 2 jours, qui va gagner entre lui et ses fonctionnaires. Mais il y aura une baisse de l'essence, de toute façon, 70 à 80 gourottes le mois prochain. Ça, on va le voir. L'électricité a moins augmenté prévu. Il y a des pressions, c'est intéressant parce que ce genre de débat que nous avons d'ailleurs dans la presse ou à Kalita un petit peu, mais dans la presse, fait que le gouvernement fait attention à cela, même en dehors des périodes électorales. Et c'est-à-dire que l'électricité a moins augmenté que ça, surtout parce qu'il y a eu de la part des patrons aussi une demande et des choses comme ça. Donc mais quand même, on a l'impression que ce sont des processus qui sont lents. C'est-à-dire que ça prend du temps, il faut qu'il y ait des augmentations qui sont subites, etc. On a l'impression que le gouvernement, et peu importe quel gouvernement, puisque ça existe déjà depuis assez de longues années, n'est pas tellement à l'écoute justement de cette situation. Je pense que la lenteur, c'est un grand problème. Il y a un problème bureaucratique. Et il a dit d'ailleurs, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, on a demandé à Lieberman, tu as tellement d'argent, alors ce que vous avez dit, vous, donnez-le pour justement faire baisser les prix. Et ils ont dit qu'il y a des problèmes juridiques pour ça. Non seulement parce qu'on est en période électorale, mais parce qu'il aurait fallu, dans ce cas-là, faire une loi qui permettrait ça. C'est pas évident que ça soit toujours possible de le faire en Israël, ce que vous dites, mais je peux pas dire, c'est évidemment qu'ils le savent qu'il y a la lenteur, il y a la bureaucratie, c'est vrai ce que vous dites aussi. Alors, Elodie, vous vous occupez aussi de famille au sein d'une association, on va la nommer Women by Well. D'accord. Et donc, vous vous occupez aussi de familles en difficulté. De familles en difficulté. Et alors, comment eux vivent cette situation? C'est encore beaucoup plus difficile? C'est encore plus difficile que la normale. Si avant, elles avaient besoin, par exemple, de temps de shekels à peu près pour s'en sortir, là, elles ont besoin de beaucoup plus. Il y a même des familles qui n'avaient pas spécialement ce besoin, qui étaient dans la moyenne, maintenant qui ont besoin d'aide pour les cartables scolaires ou des choses comme ça. Ce qui est quand même assez aberrant. Et donc, ils changent aussi leur manière de faire leurs courses, ils se privent sur certaines choses. C'est sûr, j'ai entendu des familles qui gâchaient pas l'eau,
Mais par exemple, entre chaque vaisselle, ils laissaient l'eau couler. Là, entre chaque kélim, ils ferment le robinet d'eau. Pareil pour l'électricité, on sort d'une pièce, on éteint la lumière. Et pour l'essence, en tout cas, moi, personnellement, je sais qu'avant, si j'avais 5-6 courses à faire, on les faisait plus ou moins séparément, s'il n'y avait pas lieu de tout rassembler. Là, maintenant, on réfléchit à se dire quel jour et à peu près dans lesquelles tranches horaires on va être à cet endroit-là pour essayer de rassembler plus de courses pour ne pas faire trop d'aller-retour pour l'essence. Voilà, je pense que... Il y en a aussi, vous ressentez aussi ça autour de vous, peut-être pas spécialement dans des familles défavorisées, mais des familles autour de vous, des francophones. Oui. Vous nous parliez tout à l'heure en antenne du fait que vous étiez en France dernièrement et que vous avez rapporté. Oui, on rapporte aussi beaucoup. Élodie. J'achète beaucoup sur les sites internet à l'étranger. Ah oui. Ça vaut plus le coup. Quand on voit certains produits, que ce soit même des vêtements, des chaussures, des matières premières, que dans les magasins ici, on voit les prix, on voit la qualité. Pour la même chose, on a à moitié prix sur des sites internet. On attend une semaine, on attend 10 jours, c'est pas grave, c'est pas pressé. Et on les commande et on paye beaucoup moins cher au final. Donc, Élodie aussi, c'est une méthode que vous utilisez. Exactement. On partage les plans. On prend plusieurs valises, mais on vient un peu vide. C'est ça. Et quand on va là-bas, on achète vraiment plein. de tout. Ah ouais. Parce qu'on se rend compte que même en payant... D'accord, des vêtements essentiellement, les vêtements, s'il y a des l'alimentation produits bébés, aussi. Alimentation, ouais. Aussi. Après, parce que voilà, il y a certains gâteaux, qui nous ramènent un peu en France, mais au final, quand on voit le prix qu'on paye, le paquet de gâteaux, même en prenant une marque israélienne ici qui va être beaucoup plus sucrée, beaucoup moins sympa, on va la payer quand même plus cher. Donc tant qu'à faire, on fait un stock, on ramène les produits tout, en fait. Tout ce qui est ramenable, on ramène. Alors moi, j'ai une question. Alors, ça ne s'adresse pas spécialement à vous, mais une question plus générale qui concerne justement cette situation que vous avez décrite, que ce soit au niveau des raisons structurelles ou au niveau du fait que on fait plus attention, on achète moins de choses, on achète des choses, on achète seulement les choses dont on a besoin, et il n'y a pas vraiment de protestation. On ne voit pas les gens descendre dans la rue, on ne voit pas les gens manifester. Comment vous les expliquez ? Est-ce que vous avez une explication pour ça ? Et c'est vrai qu'il y a eu des mouvements sociaux en Israël, le mouvement du Kotet et autres, qui ont fait baisser les prix. Il y a eu, à un moment donné, cette année, on a pensé à ça, que les gens commenceraient à sortir, surtout pour le logement. Ça n'a pas réussi. C'est une question sociologique. Certains disent, mais c'est pas dans l'économie, ça c'est une question plutôt sociologique. Oui, non, c'est bien sûr, c'est pas économique. Qui serait peut-être que certains combats de rue qui ont été faits n'ont pas réussi, et les gens disent peut-être ça sert à rien, alors qu'en France, ça sert apparemment, point de vue économique, plus que les Gilets jaunes ou autres ont fait faire des choses. Apparemment, je ne veux pas revenir jusqu'au Gush Katif ou autres, mais certains reviennent à ça, que des grands combats de rue ont été n'ont pas de récit, peut-être c'est la raison, je ne sais pas. Vous avez une raison, Yona et Élodie ? Moi, j'ai plutôt l'impression qu'on ne va pas être vraiment entendu. Ah ouais. Donc je me dis, on va sortir, ça va être génial, ils vont baisser les prix, comme vous avez vu le scandale qu'il y a eu sur le ton Starkist, où ils ont décidé de faire une promotion, mais ils ont dit que ça durait que 5 jours. Donc on sait que forcément l'augmentation va continuer après, donc c'est bien de sortir, c'est bien d'avoir une promo pour 5 jours, c'est pour recommencer après, ça ne va rien changer. C'est-à-dire que les consommateurs ne sont pas véritablement une force en Israël ? J'ai plutôt l'impression que le gouvernement n'en a rien à faire des citoyens. C'est un peu mon sentiment. J'ai l'impression qu'on est laissé pour compte et que plutôt les gens justement qui réussissent, c'est eux qui sont plus aidés et qui ont plus d'avantages que les personnes qui s'en sortent le moins. Ouais, c'est mon sentiment. Moi, je pense que c'est pas ancré. C'est-à-dire qu'en France, on a l'habitude. Il y a un truc qui ne va pas, le Français est râleur, il sort, il se plaint, il manifeste. Ici, non. Ici, c'est comme ça. Même mal à la saute. On subit. Parce que justement, on aurait pu penser peut-être que justement en tant que Français, qu'il y a cet esprit justement de râler, ou peut-être si on voit les choses d'une façon un peu différente, de faire peut-être des fois des révolutions. Est-ce que justement le fait que vous soyez au Lot Hadashot depuis quelques années en Israël, est-ce que ça vous empêche justement peut-être de vous exprimer, peut-être que vous auriez voulu faire quelque chose, mais vous ne savez pas exactement de quelle manière vous y prendre? Je pense qu'on ne connaît pas spécialement la société vraiment typiquement israélienne, parce que d'un côté,
On se dit, c'est pas possible. Comment les Israéliens, avec des salaires d'Israéliens, avec des prêts pour tout et des tachloumim pour tout, comment ils font pour s'en sortir? Donc il doit y avoir quelque chose, ça doit exister. C'est pas possible qu'ils puissent vivre une vie comme ça en consommant, parce qu'ils partent en voyage, ils achètent, on a l'impression que d'un côté ils font pas attention, mais d'un autre côté, quand on voit la hausse des prix, on se dit comment ils font. Donc il doit y avoir quelque chose. Et c'est pas possible que jusqu'à aujourd'hui, il n'y ait pas une guerre, une révolution, quelque chose, parce que jusqu'où ça va aller? Si personne ne dit rien, jusqu'où ça va aller? J'ai plutôt l'impression qu'il y a plus de prêts. J'entends plus autour de moi les gens font des prêts de plus en plus. Les gens font des prêts à la consommation, pour pouvoir acheter à manger, pour pouvoir partir un petit peu, pour pouvoir... chose qu'avant, ils faisaient peut-être pas. Ils arrivent peut-être à mettre un petit peu de côté, ou c'était un petit peu juste, mais là, c'est vrai, Daniel, vous nous parliez aussi avant de cette émission du fait que, je crois au mois de juin ou au mois de mai, les cartes de crédit avaient enregistré un nombre d'échanges énorme. Oui. D'abord, je voudrais dire quelque chose sur le fait à l'heure où le fait que ça ne sert à rien. Je ne sais pas si vous avez des petits-enfants, on avait parlé d'une augmentation très importante du prix des crèches. Et c'est important pour les gens, et c'était quelque chose... et tout de suite, les députés ont dit, on ne laissera passer ça, on ne laissera pas passer ça, et ils ont, bien qu'on est maintenant en vacances... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les politiciens ont certaines batailles qui sont prêts à faire, et d'autres qui ne sont pas prêts à faire. Oui. Et par exemple, je voudrais vous dire aussi, et aussi à nos auditeurs, pour moi c'est quelque chose de très important, vous dites j'achète de l'étranger des produits, je ne parle pas maintenant du problème de barrière et de production locale, je parle de sanitaire. Il faut savoir que quand vous avez des choses qui viennent d'Israël, en Israël fait, point de vue des légumes, fruits et légumes, moi je sais que ça se fait de façon qu'on ne va pas être malade après. Mais quand ça vient de Gaza, ou de Turquie, ou de certains pays, ou de Chine, je ne suis pas sûr que, point de vue alimentaire, après, on n'ait pas d'autres maladies. Ça veut dire que ce n'est pas non plus évident que tout est fait pour augmenter les prix. C'est-à-dire, il y a, à mon avis, toujours Israël est un pays qui a des normes sanitaires et de production extrêmement importantes. Et quand vous dites qu'il y a des combats qui ont été menés, par exemple, les agriculteurs ont dit, attention, si vous faites ce que vous voulez faire, d'ouvrir toutes les bannières, vous avez le problème sanitaire et vous allez détruire l'agriculture israélienne. Et il y a eu une grande discussion pendant 1 an. On avait pensé qu'il y avait eu un accord, et maintenant, apparemment, les gouvernements auraient conclu quelque chose et revient dessus, je ne sais pas. Comment vous voyez la situation, c'est-à-dire, est-ce que ça vous pose des questions sur le fait que, je sais pas, peut-être que vous allez retourner en France, ou on n'en arrive pas là? On n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Mais je sais qu'autour de moi, j'en entends de plus en plus parler. Parce que moi, je travaille dans une agence de voyage française, donc notre salaire est en euros. Donc, quand on voit par rapport à la France, oui, au Hachem, on a un bon salaire. Par rapport à notre vie en Israël, on s'en sort à peine. Et voilà, comme je disais tout à l'heure, tous les jours, on regarde le taux de l'euro qui s'écroule à l'approche de la fin du mois et des salaires. Je ne suis pas encore dans ce match de retourner en France parce que malgré tout, on parle de matériel, on a quand même une qualité de vie ici pour les enfants, pour la sécurité, pour plein de raisons qui font que voilà. Maintenant, peut-être quitter Jérusalem d'ici quelques années, c'est pas dit, pourquoi pas, je suis pas fermée. Retourner en France, on a encore du temps, mais je sais qu'autour de moi, je l'entends de plus en plus. Elodie, si vous l'entendez. Je pense qu'on n'y est pas encore pour le long terme, mais c'est vrai que des fois, je me dis pourquoi pas repartir quelques années pour pouvoir essayer de ramasser un petit peu de sous et revenir un peu plus large. Ouais. Que c'est vraiment pas évident. Le problème des retraités, ceux qui retraités qui viennent en euros, qui ont des euros, c'est très dur pour eux. Il y en a qui repartent à cause de ça. Déjà, ça se passe. Ça, effectivement, c'est un problème. Maintenant, vous parlez de l'euro. J'ai déjà dit ici, je suis très pessimiste sur l'avenir de l'euro, surtout face au shekel. Et je pense qu'on peut avoir des grandes, pas seulement moi, c'est l'économiste en général, 10-20%, vous pouvez enlever du shekel de l'euro pour les prochains mois. On voulait terminer sur une note positive, mais je crois que ça ne sera pas possible cette fois-ci. Je voudrais augmenter les avantages sociaux, je pense, peut-être. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à ce débat ou ce panel pour cette hausse des prix, en espérant que peut-être que le gouvernement va réagir et que des choses vont s'arranger. En tout cas, merci beaucoup, Daniel. Merci, Yona. Merci, Elodie, d'avoir été avec nous aujourd'hui sur Studio Kalita.